Et cherchons maintenant à minimiser le recours à l'extérieur. Parce qu'une des choses qui a besoin d'être corrigée, c'est le recours fréquent aux partenaires extérieurs. Tout à fait. Le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé un pays. Okay. Le FMI et la Banque mondiale travaillent pour les pays riches. Ils nous contraignent à suivre une... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale du Grand Débat. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avec à sa tête le général de brigade Abdraman Tchani, a aujourd'hui un an. Un an où il est très tôt et même difficile de parler de bilan, mais un an au bout duquel nous allons nous appesantir sur des actions concrètes qui ont été réalisées par le CNSP. Des actions très visibles de la vie de nos concitoyens qui se sont exprimées à l'occasion de l'an 1 de l'avènement du CNSP au pouvoir et qui ont apprécié tous les efforts fournis en un si laps de temps par les militaires qui ont pris en main le destin du pays au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Un coup d'État salutaire, on a entendu ça et là tout au long des débats qui ont été organisés aussi bien à Niamey, la capitale érigée en une forteresse pour le CNSP, que dans les autres régions du Niger où le soutien au même CNSP est sans commune mesure. Ainsi, pour parler des actions concrètes menées par le CNSP en une année de gestion du pouvoir, nous avons convié sur ce plateau plusieurs observateurs de la scène politique nationale qui vont nous livrer leurs opinions. Et comme invité, nous avons M. Ibrahim Bana, juriste et web activiste, l'un des premiers soutiens du CNSP. M. Mamansani Adamou, analyste politique et militant altermondialiste. Professeur Issoufou Yahya, historien et politologue, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et Madame Rabiatou Mamadou Arzika, présidente de l'organisation patronale des femmes transformatrices du Niger. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau du Grand Débat où nous allons évoquer les actions entreprises par le CNSP durant un an. Quelles sont les actions concrètes qui ont été réalisées depuis un an où le CNSP est au pouvoir? Quelle appréciation faites-vous de ces actions? Qu'est-ce que le CNSP doit faire pour donner un nouveau cap à la transition? Ce sont là quelques questions au menu de ce débat. Et pour commencer cette question, quelles sont les actions concrètes entreprises par le CNSP en une année de gestion du pouvoir? Monsieur Ibrahim Bana, bonsoir, et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par moi. Écoutez, je pense que pour répondre à votre question, il faut d'abord remonter à l'avènement du CNSP. D'accord. Il faut rappeler les idées forces qui ont sous-tendu la prise du pouvoir du CNSP, et la mise à l'écart de l'ancien régime de la Renaissance. D'accord. L'acte fondateur a été le discours du général de brigade Abdraman, dans lequel il annonçait la création du CNSP. Le 28 juillet exactement. Et parmi les raisons avancées pour justifier la prise de pouvoir, il y avait la détérioration du climat sécuritaire. Et il y avait aussi des questions de gouvernance, une gouvernance qui était traduite par une... comment on appelle, la gangrène de la corruption qui atteint presque tous les pans de notre société. Et ensuite, le délitement des secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau et tout. Donc, je fais juste ce petit rappel pour que les gens comprennent qu'il y a des actions qui ont été faites pour répondre à ces raisons qui étaient avancées, mais il y a d'autres actions qui nous ont été imposées par les événements, puisqu'on sait qu'à la suite du coup d'État, nous avons été soumis à un embargo unique, illégal, inédit dans le monde entier. Ce que les gens ont qualifié d'embargo sauvage. Sauvage. Donc, pour apprécier les actions du CNSP, je vais faire ça en deux parties. Les actions concrètes pour répondre aux raisons avancées pour justifier le coup d'État. Au niveau de la question sécuritaire, aujourd'hui, il est un truisme de rappeler que dans certaines régions où il y avait une certaine insécurité qui était rampante, telle que la région de Maradi, à l'époque la zone de Gabi, frontalière avec le Nigeria, également au niveau du lac Tchad, aujourd'hui, la paix
est revenue dans ces zones. On ne peut pas dire à 100%, mais elle est quasiment revenue dans ces régions. La région de Tillabéri, où nous savions déjà que c'était une sorte de métastase qui nous est arrivée des deux pays frontaliers, le Burkina et le Mali. La situation, elle est un peu différente. Il y a eu certes une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Moi, je l'ai vu. Je suis allé dans la zone de Djambala personnellement, où j'ai vu le déploiement de plusieurs forces de défense et de sécurité dont le rôle était de ramener la paix pour permettre aux habitants de cultiver cette année. J'ai vu les efforts qui sont faits, mais il faut reconnaître que le niveau de l'insécurité n'a pas permis, en tout cas, de juguler de manière satisfaisante cette insécurité. Je rappelle aussi que dans cette zone, il y a des raisons pour expliquer cette difficulté majeure, parce que nous savons que lorsque nous avons chassé les forces françaises, elles avaient annoncé déjà leur volonté de tout faire pour nous empêcher de réussir notre transition. Pour déstabiliser et on a des déclarations émanant de nos plus hautes autorités qui ont démontré qu'il y a des actes de sabotage, des actes au niveau notamment de certains pays frontaliers. Donc pour le moment, dans ces zones-là, il y a encore des efforts à faire et je pense qu'en écoutant le discours, le message à la nation du chef d'État, on est confiant parce qu'il a annoncé lui-même que dans les prochains jours, on verra encore une montée en puissance plus significative que son avis. Deuxièmement, aujourd'hui, sur la question de la gouvernance, le CNSP a mis en place une institution qui est chargée de recouvrer un peu la relève de recouvrer. Là, il y a beaucoup de critiques des citoyens qui s'attendaient à ce qu'il y ait une institution beaucoup plus volontariste dans la lutte contre la corruption. Mais quand même, il faut reconnaître que les résultats sont assez appréciés des hommes parce qu'on est quand même à plusieurs milliards de recouvrements. Même si on déplore, moi personnellement, je déplore sur l'aspect de la lutte contre la prévention et puis l'aspect répressif de la lutte contre la corruption n'y est pas. Donc il y a quand même une volonté affichée de lutter contre. Sur l'amélioration de certaines des indices dans les secteurs sociaux de base, il faut saluer l'une des premières fois où l'année scolaire s'est déroulée normalement avec des examens qui ont été tenus dans tous les domaines. C'est à mettre à l'actif du CNSP, mais aussi des partenaires qui ont joué le jeu, le contexte a favorisé. On espère que cela va continuer pour que d'ici les prochains mois et les prochaines années, qu'on revienne à un cycle normal. Il y a des actions concrètes qui ont été faites parce qu'il faut quand même rappeler que notre pays, ça fait la première fois depuis une trentaine d'années que notre pays a été mis au banc du secteur financier régional et international. En un an, nous sommes parvenus à faire face aux dépenses de souveraineté sans aucune assistance extérieure. Je pense que depuis le paiement régulier des salaires, le paiement régulier et de toutes les autres dépenses de souveraineté, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même environ 50 milliards par mois qui sont engloutis dans le paiement des salaires et aussi dans les dépenses de sécurité et autres. Donc le Niger est quand même fait preuve d'une résilience sur le plan. Donc dans le domaine je pense qu'on peut donner la parole aux autres pour que ne pas le monopoliser. Voilà, pour donner d'autres. Juste avant peut-être de donner la parole à Maman Sani, le prochain invité. Tout à l'heure, je disais en tout cas en introduction que vous étiez l'un des premiers soutiens du CNSP. Je sais que quand on a commencé le grand débat avec vous dès le lendemain du CNSP, on est là jusqu'aujourd'hui. Une petite question, vous pouvez peut-être avoir une idée aujourd'hui sur combien de débats nous avons pu organiser depuis les événements du CNSP à aujourd'hui? Je pense que ça fait un an qu'on est là. De mémoire, ça tourne autour de 200 débats, parce qu'il faut rappeler, au tout débat, la fréquence était presque quotidienne. Tout à fait. Chaque jour, un débat. 7 sur 7. Après, on est revenu à 5 débats par semaine et maintenant on est à 3 débats. Je pense que si on fait la somme, on est autour de 200 débats. 200 débats qui ont servi quand
quand même de donner la parole aux Nigériens pour que, au-delà de notre pays, que le soutien que le peuple a apporté au CNSP soit aussi découvert par ceux justement qui nous ont combattus pendant un an et aussi par nos pays amis, les pays amis qui nous ont soutenus dans cette épreuve difficile. Là, j'apporte la précision. Avec ce débat, nous sommes à 203 débats exactement depuis qu'on a commencé l'émission Grand Débat. 203 exactement. Tout à l'honneur de vous en tant que de la RTL et du CNSP quand même qui a libéré la parole, parce que si aujourd'hui on est là, c'est parce que le CNSP a libéré la parole et que tout le monde peut s'exprimer sur la télévision nationale et dire en tout cas ce qu'il en pense de la gestion du pays. Sauf ceux qui ont choisi l'autocensure. Il y a quelques temps, parce qu'on était à l'intérieur du pays, à Agadez, à Arlit, à Difa, à Dosso, et puis prochainement dans les autres régions. Et tout ça, c'est en tout cas à l'actif du CNSP, il faut bien le préciser. En tout cas, joyeux anniversaire. Le grand débat. Merci beaucoup. Monsieur Massani, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Quelles sont les actions concrètes entreprises par le CNSP en une année de gestion de pouvoir que vous, peut-être, vous avez pu constater? Bon, je peux dire qu'il y a eu quand même un an, c'est très peu pour faire un bilan exhaustif. Tout à fait. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que le Niger se soit engagé dans la voie de rétablissement de sa souveraineté. Souveraineté, d'accord. Alors, sur le plan de la souveraineté politique, nous avons eu à dénoncer des accords avec la France, des accords de défense, mais des accords aussi économiques, fiscaux notamment, le fait de ne pas imposer la non-double imposition, par exemple, qui a été supprimée, le départ des troupes françaises. On a dénoncé des accords avec l'Union européenne, les accords migratoires. Le Niger a cessé d'être le gendarme de l'Union européenne et la frontière de l'Union européenne. Tout à fait. On a dénoncé les accords sécuritaires avec l'Union européenne, et Cap Sahel a plié bagage. On a dénoncé finalement ce qui tient lieu d'accord avec les États-Unis, en fait la note verbale, et les troupes américaines sont quasiment en train de partir. Donc ça veut dire que l'affirmation de dire qu'on veut rétablir notre souveraineté n'est pas une vue de l'esprit, c'est des faits concrets. Dans le même sens, on peut dire que du point de vue de la sécurisation du territoire aussi, il y a eu énormément d'efforts qui ont fait. Je ne reviendrai pas sur ce que M. Bana a dit. Il y a des réalités tangibles. Ce qu'il faut noter au passage, par contre, c'est que la dimension, on a changé de format en réalité. La lutte contre le terrorisme tel que nous l'avons vécu jusqu'au départ des bases militaires françaises a connu quand même une singularité. C'est que maintenant, il y a un hyper-financement qui est fait aux terroristes. Et puis, il y a un recrutement de gens qui ont échoué avec l'État islamique, etc. Des gens qui ont fait la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, qui sont recyclés dans des pays voisins et qui servent donc à agresser notre pays. De base arrière. Voilà. Mais malgré tout cela, sur le plan politique, quand même, il y a eu une avancée très, très, très significative. Du point de vue économique, la conquête de la maîtrise de nos ressources naturelles a aussi été un point extrêmement important. Par exemple, sur le pétrole, nous avons affirmé que désormais nous voulons contrôler tout le processus d'exploitation du brut jusqu'à Cotonou, jusqu'au port, et surveiller. Nous avons décidé que désormais il n'y aura plus de sociétés de placement. Tout à fait. Il y aura un recrutement régulier de personnes qui auront des droits et donc des revenus décents leur permettront de fonder un projet. Et il y aura des sociétés sous-traitantes privilégiées, prioritairement nigériennes, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui est encore plus important ici, c'est que nous avons décidé
que la SONIDEP ne se limitera plus à vendre du pétrole. Ah oui, à la distribution. À la distribution, mais qu'elle va faire de l'exploration et de l'exploitation pétrolière. Donc le Niger rentre dans un domaine extrêmement important de producteur. C'est-à-dire que nous rompons avec la place subalterne que nous avons dans la division internationale du travail, qui fait que nous nous contentons de produire des matières premières bon marché et nous prenons les matières de produits finis. Cette fois-ci, le Niger, par la SONIDEP, va aussi se mettre à prendre l'exploitation pétrolière et on a même attribué des blocs. Des blocs, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un pas important qui est en train d'être franchi. On ne se contentera plus de recourir à des sociétés étrangères pour exploiter nos ressources naturelles. Et donc là, ça veut dire que réellement, on veut échapper à l'extraversion qui a toujours caractérisé notre économie. Du point de vue de l'uranium, là aussi, la meilleure preuve a été donnée par Orano lui-même qui dit qu'il a perdu 133 millions d'euros simplement à cause des difficultés qu'il y a au Niger. Ça veut dire que le Niger a cessé d'être le pays où on pouvait ramasser ce qu'on veut, on pouvait produire le tonnage qu'on veut, on déclarait seulement qu'on a produit telle quantité, ça ne marche plus. Et l'exemple le plus palpable, c'est que nous avons retiré le permis d'Imouraren, qui est la plus grande mine, 5000 tonnes d'uranium. Bien sûr. Et donc, que les Français ont voulu réserver pour les générations futures, sous le prétexte que les conditions ne sont pas remplies pour exploiter l'uranium. Quand vous signez un contrat, vous prenez les risques. Donc, quand nous avons signé des contrats de longue durée avec la Somaïr et la Cominac, on n'a pas dit qu'il y a des moments où les prix de l'uranium sur le marché international va être plus élevé que le prix de notre contrat. Absolument. Et donc, de la même façon, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait qu'il y a eu Fukushima au Japon, il y a eu ceci, cela, pour dire que vous ne pouvez pas exploiter. Si vous ne pouvez pas exploiter, vous rendez le titre. Et c'est ce que le Niger a fait. Il y a aussi donc, il y a un souci, l'autre permis avec, avec Madawela, voilà. Pour le Canada. Bon, le Canada a tout simplement suivi l'exemple de Orano, parce que les Français, c'est les maîtres. Ils vont dire, bon, on peut se permettre, nous aussi, de nous réfugier derrière les patrons du pays pour déroger au respect de la loi. Bien sûr. Et mal leur en pris, et voilà qu'eux aussi se voient privés. Donc, je pense que du point de vue de la souveraineté politique, on peut dire que le Niger ressemble aujourd'hui à un État. C'est-à-dire qu'on ne vient plus n'importe comment s'adresser à nous. On fait attention. Et si vous voyez même les partenaires qui viennent ici, viennent maintenant sur la pointe des pieds. On ne vient plus avec arrogance. Avec suffisance pour dire que c'est une république bananière. Non, ce n'est pas le cas. Il y a un effort énorme qui est fait de ce point de vue. Évidemment, il y a des choses qui restent à faire, mais je pense que c'est dans la suite du débat. Absolument. Merci, M. Moussa. Professeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ghana. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté ce que les deux invités ont avancé sur cette question des actions concrètes entreprises par le CNSP en une année de gestion du pouvoir, même si un an, tout le monde a dit que c'est peu. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Merci, M. Abdoulaye Mongo. Merci de votre invitation et félicitations pour tout ce que vous faites. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut se demander que valait le Niger avant le 26 juillet 2023. Ça, c'est une question. Et voir ce qu'on vaut aujourd'hui. Donc, avant les événements du 26 juillet 2023, le Niger était présenté et représenté par les Occidentaux. C'est une série d'images, de clichés défavorables au pays. Et même ceux qui, nos anciens dirigeants, le présentaient tel que le voulaient les Occidentaux, ils le représentaient plus les Occidentaux que les Nigériens. Et là, on a vu un pays qui n'en était que de nom. Donc, un pays où toute la politique est alignée sur les desiderata des partenaires des Occidentaux, où ce qu'ils veulent
a droit de citer. Pendant que le Nigérien est réduit à moins que rien. Il faut dire les choses. D'accord. Donc, il y a eu ce moment où il n'y avait pas de fierté d'être Nigérien, puisqu'on est moins que rien. Et ça, je crois que beaucoup de Nigériens l'ont mal vécu dans leur chair. Bien sûr. Maintenant, depuis le 26 juillet, voilà. On a un pays qui est affiché dans ce qu'il est. Un pays qui fait vivre l'Occident en termes énergétiques. Et le doyen Mamassani vient de le dire, que Orano dise qu'il a perdu 133 millions d'euros. Ça veut dire que pendant longtemps, pour le trimestre, les Occidentaux, les firmes internationales se faisaient énormément d'argent sur le dos du Niger. Et donc, l'une des choses qu'il faut saluer, c'est que les mécanismes de prédation, les mécanismes d'asservissement ont été rompus. Et ça, c'est une planification qui date depuis avant les indépendances. Les Occidentaux avaient toujours une longueur d'avance et arrivaient à mettre en place des systèmes de domination qui les servent nettement dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils font. Donc le Niger a servi de vache à lait pour l'ensemble de la politique énergétique occidentale. Mais on s'est aussi rendu compte que, y compris surtout dans la sous-région, que même les économies les plus puissantes, elles étaient tributaires de ce Niger qu'on affichait comme le pays le plus pauvre de la planète, où les gens ne mangeaient que peut-être une fois dans la journée. Mais tout cela a montré que le Nigérien est résilient. Mais l'autre élément moi, dont je suis le plus admiratif, c'est que les Nigériens, dans leur écrasante majorité et dans toutes les composantes, ont fait bloc derrière leurs dirigeants pour faire partie ceux-là qui étaient les propriétaires du Niger. Alors, un pays ne vaut que par la qualité de ses dirigeants, par leur ambition. On a vu, on est aujourd'hui encore dans une guerre à la fois d'indépendance et de libération. Et quand on fait la comparaison par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres pays, l'Algérie, c'est pas moins de 500 000 morts pendant 8 ans. Le Vietnam, c'est une vingtaine d'années. Plus de 2 millions de morts. Donc aujourd'hui, un an après, le pays est dans des difficultés, mais par rapport aux autres, énormément a été fait pour en faire vraiment la fierté, comme le dit l'hymne de l'Afrique. Il reste, il est vrai des choses, mais on peut se satisfaire d'avoir fait partir les Français, d'avoir fait partir de l'armée américaine et tous ceux-là qui pensaient que le Niger était leur propriété. Et donc cette frange de la population qui a fait bloc, je pense que les responsables doivent toujours l'avoir à l'esprit. Et vous avez salué l'un des premiers soutiens. Ah oui, il est là, c'est le plateau. Il est là. Je le félicite et vraiment je l'encourage parce qu'il y a ceux qui ont affiché leur soutien par amour du pays, sans rien attendre à retour. Et ils sont toujours en première ligne, en dépit de tout ce que les uns et les autres disent. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Alors, l'autre satisfaction aussi, en termes économiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne dicte au Niger ce qu'il doit faire. Donc les Occidentaux qui avaient l'habitude de convoquer, aujourd'hui se gardent de toute condescendance et ils viennent, comme ça a été dit, sur la plante des pieds, avec beaucoup de politesse, parce qu'en face, il y a un peu l'équivalent du général Diab, où Diab a fait partie des Américains et les Français. Il y a en face aussi des responsables qui sont a priori déterminés à défendre les intérêts du Niger, puisque sur la scène internationale, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amitié. À maintes fois, ils l'ont dit
eh bien, il faut que ça soit aussi un sacerdoce pour nos autorités et pour les Nigériens. Maintenant, l'autre élément, peut-être que les Nigériens doivent encore être beaucoup plus patients, être solidaires, être soudés, parce que ces moments difficiles, ils ont encore quelques beaux jours devant. Et nos enfants et nos petits-enfants savoureront le fruit de cet engagement et de cette liberté retrouvée. D'accord. Merci, professeur. Merci pour cette réponse. Madame Rabi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces actions concrètes entreprises par le CNSP en si peu de temps? Parce que, après avoir écouté ce que les Banans, je pense qu'ils ont dit l'essentiel de ce qui a été fait, mais je voudrais très honnêtement vous féliciter, parce que je suis beaucoup, en tout cas, ces activités qui fait partie des actions concrètes. Le Grand Débat. Le Grand Débat, ça fait partie des actions concrètes, et je pense avoir 200 émissions, 203 émissions, c'est important. Et en tout cas, ça a beaucoup contribué à éveiller les consciences des gens et puis à ramener les Nigériens vers eux-mêmes. D'accord. Et pour moi, en termes d'actions concrètes, hormis tout ce qui a été dit ici, et je vais dire plutôt ce que vous n'avez pas dit. D'accord. C'est cette nigérianité qui a été conquise. Aujourd'hui, vous allez peut-être aisément découvrir que quand vous voyagez dans le temps, quand vous dites que vous êtes Nigérien, les gens vous confondent au Nigeria. Au Nigeria, tout à fait. On va dire à Nigeria. Et maintenant, non, ce n'est plus le cas. Beaucoup de pays, même les plus lointains, que vous ne pouvez pas imaginer, si vous dites Niger, ah oui, ils vont se rappeler, oui, voilà un pays qui a chassé la France. Et les Américains. Voilà, ou les Américains. Donc, déjà, je pense que c'est un acquis important. Parce qu'on a beaucoup vécu cette situation ou de confusion entre le Niger et le Nigeria. C'est important pour quelqu'un qui vend comme moi. Alors, et l'autre aspect que j'aimerais bien qu'on relève, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Parce que même si ce n'est pas encore manifeste à tout égard, il faut reconnaître que de plus en plus, les gens commencent à respecter l'État. Parce qu'à un moment, tellement tu es choqué dessus, tu fais les choses comme tu veux. Et aujourd'hui, et surtout moi, c'est important, peut-être il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, le fait de prendre cette ordonnance pour préserver la discrétion de certaines dépenses de l'État. Parce que mettre certaines dépenses de l'État, notamment des dépenses relatives à la sécurité, à la défense nationale, ça c'est les mettre dans la rue, c'est prendre un gros risque. Et donc le fait de prendre des décisions de ce genre qui sont peut-être impopulaires chez certains, mais c'est important pour le pays. Je pense que ça doit continuer. Et maintenant, ce aussi que j'ai apprécié en tout cas, c'est le fait qu'aujourd'hui beaucoup de Nigériens se sont engagés en termes de patriotisme. Ça on l'a vu. Preuve, vous portez aujourd'hui une tenue nigérienne avec fierté. Et beaucoup de Nigériens sont en train de réclamer de désormais porter nigérien, d'acheter nigérien, même quand c'est pas bon, ils sont prêts de le porter. Donc déjà pour moi c'est un résultat exceptionnel. Et toutes ces portes qui sont ouvertes aux femmes, aux jeunes, ces opportunités, ces perspectives qui sont dessinées aujourd'hui. Autrefois, peut-être, on n'avait pas les mêmes prétentions, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Du point de vue économique, il y a eu une résilience inégalée chez les entreprises. Malgré tout, les entreprises ont résisté, ont soutenu. Les banques ont contribué, parce qu'aucune banque n'a fermé, malgré tout. Et aucune entreprise, en tout cas, ce qui est sûr, il y a eu de l'engagement. De l'engagement de tout Niger qui a été suscité par l'avènement du CNSP. Et je pense que eux-mêmes, de chacun en ce qui les concerne dans son comportement, ils activent ça, ils soutiennent ça et nous faisons confiance. En fait, que quelque chose est en train de changer. Quelque chose de nouveau est en train d'être fait. Et ce réveil, l'éveil de conscience de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes se sont appropriés la destinée du pays. C'est très important. Parce que dans tous les cas, nous sommes en train de partir.
Et même si nous sommes là, on doit voir déjà de nos vivants, pendant que nous sommes sur terre, que nos enfants ont pris les choses en main et avec responsabilité. Et maintenant, peut-être ce serait de la redondance de répéter que c'est salutaire le départ des Français, des Américains, de cela. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire on a vu le départ des troupes. Mais il y a eu de l'impact indirect de ça sur les autres entreprises des autres pays qui sont ici. Tout à fait. C'est-à-dire l'attitude des gens a changé. A changé, absolument. Les gens te reçoivent avec respect. Les gens contribuent avec respect. Les gens vous regardent avec... Les choses ont changé véritablement. C'est très important. Et même si on ne veut pas le reconnaître, certains diapasons, il faut admettre qu'il y a eu un changement en termes de mentalité du Nigérien qui est en train de voir les choses... de conscience. Oui, cet éveil de conscience. Et cette acceptation même de mourir de faim pour que la patrie triomphe. C'est déjà très bien. Ces étudiants que j'ai vus mobiliser, ces femmes qui sont engagées, qui sont désormais devenues très solidaires entre elles. Et peut-être ce ne serait pas mauvais de le dire. Quand je vois le réveil des enfants des militaires, c'est-à-dire ton grand-père, même fille soldat, aujourd'hui tu te sens concerné. Tout à fait. Ton grand-père, fille gendarme, tu te sens concerné. C'est très important. C'est pas pour faire des soutiens corporatistes, mais c'est important quand chacun a compris que c'est de mon pays qu'il s'agit et qui est prêt à faire le sacrifice. Donc c'est ça que j'aimerais ajouter. Merci Adjarabi, merci beaucoup. On va avancer. Vous l'avez tous dit, hein. Beaucoup de choses ont été faites en un si laps de temps, même si beaucoup reste à faire. Donc justement, qu'est-ce qui reste à faire à présent, selon vous, M. Bana? C'est un peu pour revenir à la deuxième partie de mon intervention. Il y a des choses que nous avons décidées, dont nous avons pris l'initiative. Et il y a d'autres qui se sont imposées à nous en raison du contexte. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'embargo auquel notre pays a été soumis de manière inique nous a brusquement rappelé la réalité de notre pays, qui est un pays qui était dépendant sur le plan alimentaire, un pays dépendant sur le plan énergétique, un pays où il n'y a pas d'infrastructure, un pays où les secteurs sociaux de base sont par terre. Donc, il fallait apporter une réponse immédiate, à moyen terme surtout, pour que désormais, à l'avenir, nous ne soyons plus sous la menace d'une interruption. Je suis jusqu'au Nigeria, quelqu'un saute un interrupteur pour que tout le pays soit plongé. Donc, il y a des actions qui ont été initiées par le CNSP pour répondre à ce besoin de donner un contenu au discours que nous avons tenu, la Boussani Tchankassa, le discours de l'indépendance et de la souveraineté. Et parmi ces actions, il faut saluer le lancement du projet de grande irrigation, que moi j'ai personnellement visité au moins sur 2 grands sites, qui sont les sites des régions de la région de Difa et les sites de la région de Dosso au niveau du département de Gaïa, sur lesquels 2 sites là où le président du CNSP a personnellement, quand il nous a reçus la dernière fois, rappelé qu'il fonde un grand espoir que d'ici la prochaine campagne, qu'il y ait déjà qu'on soit moins dépendant sur le plan alimentaire. Donc, sur la question de l'agriculture, il y a une volonté manifeste et je pense que l'ONAHA a été réhabilité avec d'une mission beaucoup plus grande pour qu'elle contribue à faire que notre pays ne soit plus dépendant. Sur le plan énergétique, le président nous a annoncé également la dernière fois l'intention de sortir de ces carcans de COP 23, 4, 5, 6 qui nous a empêché d'utiliser nos ressources naturelles telles que le charbon pour faire de l'énergie électrique. Il a affiché son ambition de faire une grande centrale qui ambitionne même de vendre après sa réalisation de l'électricité à nos 2 pays de l'AES qui nous ont soutenus. Donc, sur le plan énergétique aussi, il y a d'autres projets qui ont été menés. Sur le plan de l'éducation, on a quand même aujourd'hui vu des changements. Lorsqu'on a nous-mêmes, on a contribué à construire des classes, que la volonté du chef de l'État et du gouvernement, c'est qu'à un horizon plus ou moins
proche, qu'on soit débarrassé de cette situation de classe en paillotte et aussi qu'il y ait une amélioration de la qualité de l'éducation, c'est de cela que procède le rétablissement du CFEPD, tout à fait. avec des résultats quand même encourageants. Et donc, il y a beaucoup de ces types d'actions. Il y a aujourd'hui sur le plan de la santé, je viens de Gaïa où j'ai vu la volonté de moderniser notre secteur en introduisant des innovations liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, de manière à ce qu'il y ait une amélioration de la prise en charge des malades. Il n'y a pas besoin que quelqu'un qui quitte DIFA, avant qu'il ne vienne à Niamey, il faut déjà qu'on ait la possibilité de consulter son dossier médical, qu'au niveau des équipes de référence, qu'il y ait la prise en charge déjà préparée. Il y a aujourd'hui, pour l'opérationnalisation de notre armée, la montée en puissance, le président a quand même lancé une opération de recrutement de 10 000 jeunes cette année. Rien que dans les forces armées nationales, les FAN, en dehors des recrutements au niveau de la police et de la garde, où déjà 1000 vont être recrutés cette année encore. Donc on sent qu'il y a un changement dans tous les secteurs, ça bouge. Quand j'ai vu le DG de l'ONAHA, j'ai été tenté de lui poser une question. Je lui avais demandé, mais attends, c'est le même personnel de l'ONAHA ou bien on a recruté de nouveau? Il a dit non, c'est le même personnel. Qui était en chômage pendant des années. Par exemple, il m'a dit un fait extraordinaire. Il dit quand il a été nommé, il a trouvé un processus de vente aux enchères des camions de l'ONAHA. Il dit qu'il y avait environ 75 camions qui allaient être vendus aux enchères. Bradés, hein? Bradés. Il dit quand il est venu, il a demandé un audit, un diagnostic. On lui a dit qu'avec 50 millions, tous les 75 vont être réparés. Il dit qu'il a effectivement dépensé 50 millions, mais les 73 sont déjà sur le terrain en train de travailler. Il n'y a que 2 qui attendent la chose. Donc pour vous dire qu'il y a eu c'est un nouveau pays qui est là, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, où on nous regarde de loin, même en interne, on sent que les gens ils sont motivés à travailler et à améliorer le vécu de nos populations. Donc à peu près, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, d'autres qui restent à faire. Moi, personnellement, si vous me demandez, c'est la question de la gouvernance. De la gouvernance. Parce que nous avons à tout moment espéré une rupture totale avec les pratiques du passé. Certes, il y a des actions qui ont été menées pour améliorer un peu cette gouvernance, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce qu'il y a malheureusement les mauvaises habitudes, on la vie dure. On est conscient qu'une situation qui a été entretenue pendant des dizaines d'années, ce n'est pas en un an ou en 6 mois que cela, mais nous espérons qu'il y aura des actions dans ce sens, parce que quels que soient les efforts que le CNSP va entreprendre, tant qu'on n'améliorera pas la gouvernance, demain on ne pourra pas jouir des retombées de ces actions positives, parce qu'il y en a qui sont ils rôdent autour, attendant de revenir nous ramener la France, les États-Unis. Donc si on ne crée pas une rupture en mettant en place des institutions fortes à même de servir à jouer de contre-pouvoir, on ne pourra pas empêcher à ce que d'autres personnes demain viennent et entretiennent notre pays dans une situation catastrophique comme celle à laquelle on a été actué. D'accord. Merci, Bana, merci. Monsieur Mamassani, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire à présent selon vous? Je vais partir de là où il vient de. D'accord. C'est-à-dire qu'il nous faut créer des institutions capables de protéger nos peuples. D'accord. Contre les visées hégémoniques, expansionnistes, impérialistes. Ok. Et des institutions capables de garantir la paix et la stabilité dans notre pays. D'accord. Donc c'est ça qui doit être maintenant en vue. Le leitmotiv. Il y a quelque chose qui s'est produit mais dont on n'a pas mesuré l'importance, c'est que nous avons toujours déploré qu'il n'y ait pas un discours qui dise aux Nigériens voilà où nous allons. Ah. Et voilà qu'il y a une vision maintenant qui est déclinée. Tout à fait. Et qui permet au moins d'apprécier maintenant le cap que nous allons suivre. Et dans cette vision, il y a des conditions à mettre en place. On a dit qu'il faut être capable de décider souverainement. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on assume maintenant qu'on va vers la défense de notre souveraineté, la défense de la patrie, et qu'on veut sortir des relations néocoloniales avec l'ancienne métropole.
Donc le Niger veut en fait sa libération, comme il a dit, le mouvement de libération et le mouvement d'émancipation. Et donc ça nécessite qu'un effort soit fait dans le sens de continuer à produire la communication, à mettre les Nigériens dans une optique que ça a changé. C'est un pays qu'il faut construire. Ce pays-là, les gens ont décidé à l'extérieur qu'il ne doit pas être viable. Il faut que nous leur démontrions que ce n'est pas possible. Donc leurs agissements doivent se trouver mis en échec. Et donc il faut que le peuple soit galvanisé. Il y a un discours à tenir. Et heureusement qu'il y a maintenant un document qui dise voilà dans quelle direction. La vision du chef d'État, oui. Voilà. Au moins ça peut être le leitmotiv que les gens et les autres vont utiliser pour le faire. Deuxième chose, on a à travers la grande irrigation, ce qui est important à dire, c'est on l'a fait à partir du fonds de solidarité. C'est-à-dire que voilà que le Niger va vers son autosuffisance alimentaire en s'autofinançant. Jusque-là, même pour balayer la porte, devant chez nous, il faut un projet. Il faut rédiger des TDR, il faut soumettre aux partenaires. Et voilà que, à ce que j'ai entendu, DIFA doit produire en phase terminale 600 000 tonnes de riz. Or, les besoins actuels du Niger, c'est 550 000 tonnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de nos propres moyens, on peut réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et donc, si on retient ça comme logique, eh bien, tout ce qui est important pour notre peuple, cherchons à le réaliser par nous-mêmes. Et cherchons maintenant à minimiser le recours à l'extérieur. Parce qu'une des choses qui a besoin d'être corrigée, c'est le recours fréquent aux partenaires extérieurs. Tout à fait. Le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé un pays. Le FMI et la Banque mondiale travaillent pour les pays riches. Ils nous contraignent à suivre une voie qui les arrange, mais qui ne nous arrange pas. Et nous avons vécu les programmes d'ajustement structurel, nous savons ce que ça a coûté au Niger. Donc, moins nous allons avoir besoin de ces gens-là, mieux on se portera. Et l'exemple de la grande irrigation est parfaitement. Tout à fait. Je pense que ça va dans ce sens. De la même façon, la construction d'une nouvelle raffinerie avec cette fois-ci la pétrochimie. Le président a annoncé dans son message à la nation. Avec la pétrochimie, ça signifie que nous avons changé de regard aussi sur l'extractivisme. Maintenant, l'industrie extractive, ce n'est plus vendre du brut. Non, on transforme. On transforme sur place. L'idéal, c'est qu'on transforme sur place. On fait des choses pour nous-mêmes. Donc, on est en train de rompre avec l'extraversion, avec le recours à l'assujettissement à l'extérieur pour financer ce que nous voulons réaliser. L'autre aspect qui manque dans l'analyse, c'est que même dans le document de vision, on n'a pas parlé de finances. C'est vrai que c'est perçu dans un ensemble. Mais il faut insister sur le fait qu'il y a une détermination à aller vers la création d'une monnaie parce que notre souveraineté économique ne sera complète que si nous avons une monnaie. Or, ce qu'on est en train de dire là, construire notre souveraineté alimentaire, construire un minimum d'agro-industrie, parce qu'à côté aussi, il y a des agro-industries. Il y a des petites usines de transformation, toujours financées sur le budget national, sur le fonds de solidarité. Faire la pétrochimie, ouvrir des écoles de formation pour les cadres, tout ça participe d'une logique, c'est-à-dire d'être autonome. Et donc, si on le comprend, nous aurons de moins en moins besoin de recourir à l'extérieur et la monnaie va soutenir une production qui existe. Parce qu'en fait, les gens disent monnaie, mais quand un pays dépend totalement de l'extérieur, même s'il fait une monnaie propre,
elle sera comme la plupart des monnaies des petits pays africains, là. D'accord. Bon, ça ne changera rien. Mais quand il y a un élan qui est pris pour créer un minimum de tissu, un minimum de production, alors la monnaie va soutenir et stimuler cela. Et ça, c'est très important. Je terminerai par la dimension unité AES. Là aussi, il faut montrer quand même qu'il y a un premier effort qui a fait. On a formalisé le cadre de la Confédération. C'est ça, la Confédération, tout à fait. On avait déjà sur le plan militaire l'habitude d'agir ensemble. Bien sûr, de travailler ensemble. On a récemment formalisé notre approche douanière pour faire face éventuellement y compris avec le Togo. Et rappelez-vous qu'à Tilia, il y a eu des manœuvres communes avec le Tchad, le Togo et les 3 pays de l'AES. Ça veut dire qu'il y a une approche d'intégration qui est aussi novatrice. Ce n'est plus des gens qui attendent que d'autres viennent nous fournir. Nous avons fait nos manœuvres nous seuls. Il n'y avait personne. D'accord. Il n'y avait personne. On a tiré des enseignements. Si on continue dans cette voie, nous aurons de moins en moins besoin de recourir aux ressources. Et lorsque nous aurons besoin de recourir aux ressources, il y a au moins pour une fois des ressources alternatives. C'est-à-dire qu'il y a les BRICS. Les BRICS ne donnent pas de conditionnalité du type du FMI et de la Banque mondiale. C'est ça, ok, d'accord. Mieux, c'est là que nous pouvons utiliser des ressources, mais en complément de l'effort que nous faisons ici. Ok. Et maintenant, pour finir, les ressources humaines, la gouvernance. Ah oui. On est toujours en train de faire la même chose. Parce que, en fait, aussi, parce que il y a un problème qui est posé dans le document de vision. De la vision, oui. C'est qu'il fait un très bon diagnostic, mais il dit que la responsabilité des Nigériens est partagée. Alors que la responsabilité des Nigériens, c'est la responsabilité des régimes qui se sont succédés. Il faut distinguer là. D'accord. Les régimes, ils sont impardonnables. Les Nigériens doivent changer de mentalité. Mais ceux qui ont dirigé, ils étaient des criminels. Il faut qu'ils rendent gorge. D'accord. Et ça, si on arrive à le concevoir, on comprend pourquoi il y a eu de la timidité pour la répression. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un effort que les Nigériens doivent faire par eux-mêmes. Non. Il y a Nigériens et Nigériens. Il y en a qui ont fait des choses extrêmement monstrueuses. Il faut les distinguer du commun des Nigériens. Et il faut que leur répression ne soit pas faite parce qu'on en veut à eux, mais parce qu'on veut pédagogiquement que le peuple sache qu'on ne touche pas au bien public. C'est sacré. Donc voilà un peu dans l'esprit pour lequel il faut aller et qui explique qu'au niveau de la gouvernance, on a observé disons une sorte de tâtonnement parce qu'on ne va pas au fond, parce qu'on considère que c'est un effort que tout le monde doit faire. Non, il y a l'effort qu'on doit faire tous pour changer de comportement, mais il y a la responsabilité de ceux qui nous ont conduits dans cet état-là, qui, elle ne peut pas être absoute. Voilà. Merci, Mme Sani, vraiment pour vos explications. Professeur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce qui reste à faire à présent selon vous? Alors, beaucoup de choses ont été dites et c'est des choses pertinentes que les différents gouvernants doivent prendre en compte. En compte, d'accord. Alors, pour ma part, je dirais qu'il y a énormément de défis. De défis à relever. Il y a ceux à relever sans engager quoi que ce soit. D'accord. Dans le doigt Mamassane parle de la gouvernance. Si on commence par la gouvernance, ça coûte quoi de mettre tous les Nigériens sous la même loi? Donc, la justice, je pense qu'il y a énormément de décisions à prendre pour qu'il n'y ait pas de super Nigériens. Pour que chacun soit responsable de ses actes et soit responsable des faits et des responsabilités qui lui sont confiées. Donc, si on n'assoit pas un état de droit, ça risque d'être difficile. Parce qu'il y a des défis à court terme, des défis à moyen terme et maintenant la projection du Niger dans 100 ans, c'est à partir d'aujourd'hui que ça se fait par la volonté
de mettre en place des textes qui protègent, comme ça a été dit, le pays. Donc à court terme, il y a une vision déclinée en 4 axes, mais que serait cette vision si les ressources humaines ne sont pas engagées? Alors, est-ce qu'on va faire du neuf avec du vieux? Je pense que tous les pays qui se sont libérés ont misé sur les ressources humaines, sur les formations dans tous les domaines, puisque si on veut une souveraineté, il faut qu'elle soit totale dans tous les domaines, qu'il y ait des compétences et des compétences attitrées. Bien sûr. Donc l'État, c'est un acteur majeur, a les moyens, la capacité d'envoyer partout des jeunes Nigériens se former, de planifier notre développement à moyen et à long terme. Deuxième aspect de la chose, à moyen terme, qu'est-ce qu'on veut? C'est assurer une autosuffisance, qu'elle soit alimentaire, énergétique. C'est aussi aujourd'hui qu'il faut le planifier, mais ça prendra du temps pour que les unités soient mises en place. Les infrastructures, le Niger en a grandement besoin puisque quasiment tout est à faire et c'est là aussi la difficulté des différents responsables. Maintenant, que veut-on dans un avenir beaucoup plus lointain? Ça a été dit, vendre la matière première, ça n'a jamais enrichi un pays. Un État, oui. Donc, ça devrait même être interdit, constitutionnalisé pour qu'il n'y ait plus la vente de la matière première. Ça, je pense qu'il faut qu'on soit conscient. Deuxième aspect aussi, dans le même sens, il y a encore quelques temps, il a suffi juste d'un chiffon pour que les Américains s'installent durablement pour eux chez nous. Donc, diplomatie, il faut avoir à l'esprit une diplomatie qui soit complète, qui mettra en avant seuls les intérêts du Niger. Pas que des gens puissent prendre des décisions pour engager le pays. Et ça a été fait. Le doyen l'a dit, peut-être qu'il faut qu'il rende gorge, mais pour ma part, j'ai dit qu'il faut aller aujourd'hui de l'avant. Il faut créer ou façonner ou fabriquer un nouveau Nigérien conscient de ses responsabilités, conscient des enjeux et